soir. Donc là, la dernière table ronde de la journée parlera de Donne-moi du challenge, mais pas trop, entre parenthèses. Donc du coup, nos invités, vous les connaissez à peu près tous, il me semble. Donc du coup, on va commencer directement. Il y a Olbius qui nous rejoindra un peu plus tard dans la table ronde. Ah, je ne me suis pas présenté. Donc je suis Guillaume, trésorier de l'association Canne à Sucre Production, qui est une association très sympathique et dans laquelle il faut venir pour faire du bénévolat et faire des événements géniaux comme le Play It. Et voilà. Bonne pub ? Parfait. Alors, dans le challenge, donc on m'a donné quoi ? Alors, donnez-moi du challenge, mais pas trop. Quand on parle de ça, qu'est-ce que ça vous... Vous avez les micros, normalement ? Je vous les ai mis sur vos sièges. Sous les... Ça marche. Donc, si, là-bas. Ah ouais, d'accord. Ah bah, dernier arrivé, tu sais, ça fait 2 fois que t'arrives en dernier. Déjà que j'étais tout au bout de tout à l'heure, mais là, je suis pas. Mais non, mais tu peux rouler entre nous. Aussi. Est-ce que c'est ta meuf qui l'a ton verre. Mais quel enfant. Ok, US là. Voilà. La petite nappe aussi pour le Pikmin, ça peut être pas mal. Alors, donc on y va. Donc du coup, quand on parle de Donne-moi des challenges, mais pas trop, qu'est-ce que ça vous dit ? Qu'est-ce que ça vous... Ça vous parle pas ? Oui. Mais si, ça me parle. Mais non, mais c'est Mais quand tu même un m'écoutes sujet pas. intéressant, mais Je me lève et je te bouscule. tu ne te relèves pas comme d'habitude. Si, moi, en réfléchissant à la table ronde, en fait, j'ai réalisé que je distinguais, je ne sais pas si c'est une distinction qui se fait naturellement chez tout le monde et que moi j'ai seulement réalisé ça avant-hier, mais j'ai réalisé que je distinguais vraiment la difficulté de l'exigence d'un jeu. Que clairement, un jeu pouvait être difficile. Par exemple, je pense à Cuphead, il est difficile. Mais on revient à la vie régulièrement. À l'inverse d'un jeu qui peut être difficile et punitif, où tu vas perdre ta vie, ton loot, ton PEL et t'as les huissiers qui débarquent, quoi. Là, c'est vraiment... Et ça, j'aime pas. En revanche, j'ai remarqué que un jeu qui va être exigeant avec moi, qui va me demander de la technique, qui va me demander de refaire et de refaire encore un niveau jusqu'à ce que je le maîtrise, ça, en fait, j'aime bien. Un peu. Voilà. Un peu. Alors c'est bien, du coup je vais rebondir sur ce que tu as dit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florent et je fais partie d'un studio qui utilise les jeux, qui fait de la médiation par le jeu, et donc on s'intéresse beaucoup à la construction des jeux et sur la difficulté, parce que j'enseigne aussi le game design. Ce que tu dis là, c'est exactement ce qui est intéressant, c'est que pour moi la difficulté c'est le fuel de l'intérêt du joueur en fait. C'est comme ça que c'est théorisé notamment sur la théorie du flow et le fait qu'on doit maintenir la difficulté, le challenge suffisamment. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais sur le principe, quand on joue à un jeu, on est là pour réussir. Donc l'anticipation avant la réussite, elle est importante. Si la réussite vient trop vite ou c'est trop facile, on n'a aucune satisfaction. Et si on doit réessayer plein de fois, gagner en compétences, puisque c'est l'élément psychologique moteur de la motivation, là, c'est de gagner en compétences, on réussit. Et voilà, donc pour moi, dans la mécanique qui fait que le jeu vidéo est ce qu'il est et qu'il est intéressant, c'est la mécanique psychologique de l'acquisition de compétences et de la réussite et de l'anticipation de cette réussite. Et du coup, la difficulté devient le moteur de la motivation quand elle est bien gérée, parce que quand c'est trop punitif, c'est juste frustrant, et quand c'est trop facile et que c'est pas intéressant, c'est juste chiant. 2 petits trucs. Déjà, moi, je suis pas forcément certaine que la difficulté soit toujours le moteur de ce qui intéresse le joueur. Personnellement, moi, je suis qui fait jouer le jeu, enfin jouer au jeu, qui fait qu'on continue de jouer au jeu. Je suis pas du tout dans cette optique-là, personnellement, quand je joue à un jeu. Moi, le challenge m'intéresse assez peu, à vrai dire. Moi, si c'est facile du début à la fin, ça me dérange absolument pas. J'ai cette approche-là des jeux. Moi, j'adore les jeux qui proposent différents niveaux de difficulté, où c'est hardcore, difficile, machin, puis il y a le mode histoire, où ça, vous voulez juste profiter de l'histoire, et puis le reste... Bon. Moi, je mets toujours ce mode-là. Moi, c'est ce mode-là qui m'intéresse. Et aussi, par rapport au fait qu'on joue pour gagner, et ça aussi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Je me suis beaucoup posé la question quand j'ai joué à Game of Thrones de Telltale. Alors déjà, les jeux Telltale, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment des jeux ? Est-ce que c'est pas juste des histoires interactives ? Et puis, le Game of Thrones de Telltale, en l'occurrence, c'est un jeu, on peut pas vraiment gagner.
À la fin, on perd forcément. Et j'ai une copine qui me disait, mais est-ce que c'est encore un jeu si on ne peut pas gagner? Je trouve que c'est une question hyper intéressante. Est-ce qu'on joue forcément pour gagner? Et est-ce que, finalement, est-ce que la difficulté est nécessaire et indispensable pour qu'on accroche à un jeu? Alors, une seconde, juste, je suis d'accord avec toi. Ce que j'aurais dû dire, c'est un des moteurs psychologiques qui fait jouer. Mais évidemment, la narration, l'ambiance, l'immersion, tout ça, ça marche très bien. Oui, voilà, c'est un petit peu ce que j'allais ajouter aussi. C'est que, puis aussi, on parle là de difficulté, et la difficulté, c'est relatif, en fait. C'est-à-dire que ce qui est difficile pour une personne ne l'est pas forcément pour l'autre. Et on a tendance surtout en tant que game designer, vu que c'est un petit peu aussi mon boulot, c'est assez difficile de ne pas oublier ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à établir un niveau de difficulté universel, en se disant ça c'est difficile et ça c'est facile. Alors qu'en fait non, c'est extrêmement relatif et ça dépend de ce qu'on sait faire déjà. Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà une grosse pratique du jeu vidéo? Est-ce que c'est quelqu'un qui est habitué au langage de ce jeu-là en particulier? Parce que du coup, toutes les notions de challenge et difficulté sont excessivement différentes d'une personne à l'autre et d'un jeu à l'autre. Du coup, c'est un moteur énorme pour les gens parce que il y a des gens pour qui ça va bloquer, au contraire, d'être un moteur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire « je ne comprends même pas cette difficulté, c'est une difficulté qui ne me parle pas, qui m'empêche de jouer ». Parce que c'est pas une difficulté qui est calibrée pour moi, pour ce que je sais faire ou pour ce que je sais jouer, en fait. Et du coup, je trouve des fois, au contraire, justement, c'est un frein au jeu en soi ou au fait de jouer à un jeu. Ce que tu dis, je pense que c'est tout à fait vrai, et ça participe d'ailleurs à pas mal de problèmes inhérents aux jeux vidéo en général. Je vais parler par exemple de l'élitisme ou de ce genre de choses qui peut être induit par le simple fait, par exemple, de choisir la difficulté normale. Comme tu le dis, le normal, il dépend finalement il est complètement différent pour tout le monde, quoi. Comme tu le disais, Nat, t'aimes bien jouer au mode histoire. Moi, j'aime bien un minimum de challenge, mais pas trop. C'est le nom du truc, je crois. Juste pouvoir battre mon boss sans devoir le répéter 15 fois, mais ça va dépendre aussi du type de jeu. J'adore des jeux comme FTL où je vais jamais battre le boss final, peut-être, de ma vie. Ouais, c'est exactement ça. Je suis accro en ce moment et c'est dur. Ou Rogue Legacy, pareil, où on va refaire en boucle. Tu parlais tout à l'heure de refaire les jeux jusqu'à ce que tu y arrives. Le côté die and retry, c'est vrai que c'est assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup Hotline Miami, par exemple, qui est un bon exemple aussi sur la difficulté, mais qui finalement est calibré pour finir par le finir, mais pas pour tout le monde, parce que je connais plein de gens qui n'arriveront jamais à le finir, tout simplement parce qu'il est trop dur. C'est une question intéressante parce que justement, comme tu le disais, je m'enlise un peu dans mon idée là, mais c'est pas grave. Le normal n'est pas normal pour tout le monde et je pense que ça participe à pas mal d'autres problèmes qui peuvent poser problème et former un blocage finalement, une barrière à l'entrée dans le monde du jeu vidéo ou dans certains jeux vidéo. Il y a encore une difficulté supplémentaire, puisqu'on parle de difficulté. C'est que non seulement c'est relatif, mais en plus il y a différentes formes de difficultés. On en parlait juste avant en réfléchissant au sujet avec Max et Hugo. Il y a une difficulté qui pourrait être qualifiée comme la difficulté de base, c'est la difficulté d'exécution, donc Cuphead, appuyer sur le bon bouton au bon moment. Mais il y a aussi des tas de formes de difficultés dans des jeux de gestion qui peuvent être beaucoup plus sur la réflexion et la stratégie, planifier des actions. Donc là, on n'est plus sur du réflexe, on est sur de la réflexion. Il y a des formes de difficultés narratives en quelque sorte, des choix moraux à faire. Ça peut être des difficultés, on va dire, un choix difficile. Et donc, c'est pour ça que la question de la difficulté, en fait, elle ne peut pas être posée sous un seul angle. Il faut vraiment prendre en considération tous ces aspects-là. Même si, de manière générale, on entend difficulté par difficulté d'exécution, il faut quand même rappeler qu'il y a aussi d'autres formes de difficultés, quoi. Après, je suis d'accord. Alors, effectivement, il ne faut pas confondre peut-être difficulté et challenge. Donc, le challenge, c'est ce qui va rendre les choses intéressantes. Et peut-être que trop de difficultés, c'est pas très intéressant. Ce que tu disais sur FTL, je pense que c'est presque une erreur qu'ils ont faite avec le mode facile qui est en fait extrêmement dur, le mode normal qui est incroyablement difficile et le mode hard qui est pour les gens qui ont joué 500 heures minimum. D'ailleurs, dans leur jeu suivant, ils ont corrigé ça. C'est un peu plus le mode facile et facile, faisable. Mais oui, je suis d'accord sur les difficultés narratives ou de choix, c'est hyper intéressant. Mais ça participe tout ça au fait que
si quelque chose n'est pas simple, on est obligé de réfléchir pour le résoudre. Et du coup, c'est quelque part ça qui est intéressant dans le jeu, en fait. Il y a un livre qui a théorisé beaucoup là-dessus, qui s'appelle A Theory of Fun, donc la théorie du fun, et qui explique justement que on ne s'amuse que parce que on a un challenge, en fait, justement. Que le cerveau n'est intéressé qu'à partir du moment où on lui offre quelque chose qu'il ne comprend pas tout à fait. Et qu'à partir du moment où il a complètement démêlé et compris les choses, ça devient ennuyeux, donc on arrête de jouer, en fait. C'est à peu près ça. Et ouais, ça concernait beaucoup de jeux, mais récemment, on remarquait quand même de plus en plus de jeux qui n'ont, entre guillemets, aucune difficulté. Je peux penser par exemple au jeu Florence sur mobile, où en fait ça raconte vraiment l'histoire d'une rencontre entre deux personnes, et il y a des interactions en fait qui soit symbolisent des actions simples comme se brosser les dents, ou il y a un moment un jeu de puzzle, mais qui est vraiment là pour transmettre des émotions en fait, pour qu'on puisse rentrer un petit peu en empathie avec le personnage. Et donc là, on voit qu'il n'y a aucune notion de difficulté. Florence n'est pas un jeu dur, c'est pas le challenge qui nous motive à continuer. Et sinon, en termes d'autres jeux récents qu'on a pu citer plusieurs fois, il y a Gnome par exemple. Gnome, c'est aussi un jeu, on peut dire, il n'y a pas vraiment de challenge. Il faut un minimum comprendre l'histoire pour s'impliquer, on va dire, dans l'aventure, mais il n'y a pas de puzzle vraiment, il n'y a pas de clé à trouver. Donc c'est vrai que le bouquin Theory of Fun, il théorise beaucoup ça, mais je pense que s'il devait le réécrire aujourd'hui, il ferait au moins une parenthèse quand même, avec les jeux qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Je pense que je suis assez d'accord. Mais par exemple, Gone Home, en fait, n'a pas de difficulté, mais il nourrit quand même, en fait. C'est-à-dire que tu es entraîné par cette histoire tant que tu ne l'as pas comprise, en fait, et tu ne l'as comprise qu'à la fin. Et c'est comme ça que cette théorie peut s'appliquer aussi, en fait. C'est que c'est pas forcément du challenge de difficulté, c'est pas forcément du challenge d'exécution, c'est du challenge de compréhension. Ça va être effectivement, du coup, d'autres types de difficultés qui vont pas être appelées comme ça du tout, parce qu'on n'a pas l'habitude de les concevoir en tant que difficulté. Et c'est aussi, dans des jeux comme Gone Home ou Florence, le peu de challenge qu'il pourrait y avoir n'est pas quelque chose qui va arrêter. C'est pas quelque chose qui ferme l'expérience. C'est-à-dire que si tu n'arrivais pas à faire un truc, tu pourrais quand même avoir la suite du jeu, en fait. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a des jeux qui deviennent de plus en plus accessibles. C'est qu'à partir du moment où on dit oui, mais le challenge, si tu ne réussis pas, c'est pas grave, tu peux accéder à la suite de l'histoire. Ça permet à beaucoup plus de gens de se dire ah bah je vais juste suivre l'histoire en fait, et moi ça me va comme ça, quoi. Bah, également, pour rejoindre ce que tu dis, il y a de plus en plus de AAA modernes qui proposent en fait des modes de difficulté différentes en fonction des challenges que le jeu va proposer. C'est-à-dire qu'il va avoir un mode de difficulté pour le combat, mais il va aussi avoir un mode de difficulté pour les puzzles et un autre mode de difficulté pour l'exploration. Je sais que dans le dernier Tomb Raider, par exemple, selon le mode de difficulté, les endroits que tu pourras escalader vont être mieux mis en avant si tu choisis le mode facile. Ils seront, je sais pas, en blanc, il y aura une couleur beaucoup plus significative pour que tu puisses les repérer. Et si tu choisis le mode difficile, tu auras juste de la petite encoche dans la falaise. Et ça, je trouve que ça démontre à quel point les game designers ont compris effectivement aujourd'hui qu'il y a une vraie diversification dans la possibilité des challenges, mais aussi et surtout, je pense, dans les profils de joueurs qui vont chercher tel ou tel type de difficulté. Aujourd'hui, moi, je sais que dans Uncharted, le combat, ça m'intéresse plus parce que je n'ai pas envie de m'impliquer là-dessus. Par contre, le côté exploration et l'implication émotionnelle, ça, c'est ce que je vais rechercher dans le jeu. Et du coup, de plus en plus de jeux vont permettre de faire un peu, de customiser son expérience en fonction de ses attentes là-dessus. Dans l'exemple que tu viens de citer, on peut avoir God of War aussi qui, pareil, permet de mettre les trucs où tu peux grimper en doré ou pas. Je voudrais revenir sur ce que tu disais par rapport à la difficulté de la narration. Je me demande si c'est un truc qui est reconnu comme tel par les joueurs ou si c'est un truc qui consciemment les bloque dans certaines situations. Est-ce que c'est quelque chose qui peut empêcher le fait de continuer le jeu? Je pense à des jeux comme... il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'est The Line, Spec Ops The Line, qui est assez chiant finalement en termes de gameplay pur, mais qui en termes de narration est très très fort. Bon, il est vieux donc je peux spoiler, c'est pas grave, mais il y a des implications qui fait qu'en fait on se retrouve à faire des choses absolument horribles dans le jeu, notamment tuer des civils, mais de manière non
comment dire, non volontaire, on l'apprend qu'après coup, et on se rend compte en fait après coup, ça marche avec l'évolution de la personnalité du personnage principal, qui en fait est dans une situation de syndrome post-traumatique, sur le fait qu'en fait lui-même a du mal ensuite à avancer, à continuer à faire ça, et ensuite on se retrouve à faire des choix et qui changent finalement la fin du jeu. J'avais un autre exemple en tête que j'ai oublié, mais juste pour voir un petit peu. Aussi, The Last of Us, c'est pareil. Il y a des moments, en fait, on se retrouve face à des choix qui ont pu gêner pas mal de personnes, par exemple Nat, sur le fait qu'en fait, c'est un non-choix. On est obligé finalement de faire des choses et qu'on se retrouve à pas apprécier finalement de devoir suivre ce jeu-là et à se retrouver bloqué en fait finalement. Bah, tu avais quelque chose à dire? Ah, ok, pardon. Sur ces deux exemples-là, je trouve ça assez intéressant parce que pour les deux cas que tu as évoqués, il n'y a pas de choix. C'est comme tu l'as dit, c'est un non-choix, c'est une intention des auteurs de transmettre une histoire, mais de le faire avec une manière extrêmement habile, c'est d'obliger le joueur, sans vraiment lui dire qu'il est obligé, même si finalement, pour avoir la suite de l'histoire, il doit faire ce qu'on lui suggère. Voilà, et ce que je trouve vraiment formidable dans le cas de Spec Ops et dans le cas de Last of Us, c'est que ça rend la décision, qui est une non-décision, extrêmement forte sur le plan narratif, émotionnel. Après, il y a d'autres exemples de jeux qui, pour le coup, proposent de vrais choix. Et là, ça peut s'apparenter à une forme de challenge, puisqu'il y a tout un système de boucles où on peut parfois même recommencer juste en rechargeant sa sauvegarde. Je pense à Mass Effect, où si un de nos personnages favoris meurt, il n'est pas du tout absurde de recharger sa sauvegarde pour faire un autre choix et essayer de voir si on peut le sauver. Donc c'est là que la difficulté, on va dire, narrative peut émerger, c'est dans cette capacité, parfois dans les choix, à ouvrir différents embranchements et à permettre aussi aux joueurs de revenir sur une décision comme s'il avait échoué à un combat de boss. Là, il a échoué à faire survivre le personnage qui voulait faire survivre, et donc il va réessayer avec d'une autre manière, quoi. C'est marrant, ça me fait penser, on avait joué avec Lord Beef à Until Dawn, et on s'était imposé justement un challenge supplémentaire où on s'est dit on ne recharge jamais le jeu. Si le personnage meurt, c'est qu'on a pris une mauvaise décision, un choix qu'on a fait n'était pas le bon, et peu importe, on ne recharge jamais le jeu. Et c'est marrant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne considèrent pas que c'est une difficulté, parce que c'est un jeu où il y a zéro difficulté en soi d'exécution, c'est vraiment de la difficulté au niveau de la narration. Et nous on s'est dit, en plus, on veut tellement être dans l'immersion dans le truc, on se dit, on ne recharge jamais. Et du coup, c'est vrai que l'implication émotionnelle était totalement différente, et j'ai trouvé que c'était... c'est hyper intéressant, du coup ça ouvre des nouvelles possibilités de jeu et de comment alors que c'est hyper banal en termes de narration Until Dawn, mais donc du coup je trouve que c'est très intéressant. Ouais, sur la difficulté narrative, moi ce que je trouve intéressant, c'est effectivement quand les non-choix sont pris en compte, comme dans les Telltale par exemple, ça génère ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'on peut, quoi qu'on fasse, si l'histoire continue, quoi qu'il arrive et qu'il n'y a pas de chemin bloqué par une mauvaise décision, c'est agréable et c'est impliquant émotionnellement. Après, j'ai déjà eu le cas où j'ai trouvé ça frustrant, c'est dans Banner Saga par exemple, où un choix est fait très en amont et 15 heures de jeu plus tard, peut-être pas autant, mais voilà, il a une conséquence irrémédiable qu'on ne peut pas maîtriser. Et là, du coup, on se retrouve avec un peu la frustration liée à ce type de mécanique. Alors, je voulais juste parler du fait qu'on a aujourd'hui plein d'exemples, effectivement, où on est de plus en plus inclusif sur les profils de joueurs, en fait, qu'on cible avec les jeux, notamment les jeux AAA qui permettent de personnaliser son expérience de jeu, mais ça dénote aussi, on le voit dans les réactions, le fait qu'il y a aussi une forme de difficulté, parce qu'on nous a abreuvé à ça en fait depuis les débuts du jeu vidéo. Il y a une forme de difficulté qui est plus légitime qu'une autre, c'est-à-dire que la difficulté basée sur les réflexes, la difficulté basée sur le skill sera toujours mis plus en avant et plus comment dire ça, plus valorisée en fait et valorisante qu'une difficulté par exemple émotionnelle ou une difficulté narrative. Et c'est très bien qu'on sorte justement enfin un peu de ce carcan-là et que les développeurs le comprennent, mais c'est vrai qu'au niveau des joueurs, malheureusement, on est un peu... je vais faire le point de Dark Souls, hein, on va en parler.
fallait que ce soit fait. Mais c'est vrai que Dark Souls a été érigé, et même encore aujourd'hui, comme le jeu sublime, le jeu difficile à faire, le Game of the Year, etc. Et c'est un jeu qui repose effectivement essentiellement sur sa difficulté. Enfin, il est excellent, hein, c'est pas le sujet. Mais du coup, le problème, c'est que ça en devient en fait limite monolithique. C'est-à-dire qu'il y a Dark Souls, il est difficile parce que c'est une difficulté qui est basée sur le skill, basée sur les compétences, on va dire, du joueur et ses réflexes. Et du coup, ça occulte en fait tous les autres types de difficultés qui ne seront jamais au niveau en fait de Dark Souls. Et je trouve que voilà, c'est très bien en fait qu'on sorte enfin de ce carcan-là. Juste un petit truc là-dessus, c'est hyper intéressant, c'est vraiment très, très perso. J'ai trouvé What Remains of Edith Finch beaucoup plus difficile que Dark Souls. Et voilà, exactement. Et du coup, je trouve que ça rejoint parfaitement ce que tu évoquais. Enfin voilà, pour bien, tu vois. Je voulais dire, justement, je pensais à Edith Finch parce que moi, je me disais, en fait, il n'est pas difficile dans ses mécaniques, mais il est dur, en fait. C'est dur ce qu'on te fait faire, vraiment, dans Edith Finch. C'est horrible. Et je me disais, d'ailleurs, je pense j'aurais personnellement beaucoup moins de mal... J'ai pas joué à Dark Souls, mais je préférerais devoir jouer à Dark Souls que devoir jouer à That Dragon Cancer, par exemple, parce que ça, je sais que je pourrais pas y arriver, mais je ne peux pas. Je pourrais pas, c'est trop dur. C'est trop dur par son histoire, par ce qu'il raconte et par son immersion, je suppose. Et je préfère avoir la difficulté dont on parlait, je préfère taper sur des trucs, s'il vous plaît. C'est moins dur. Pour ceux qui connaissent peut-être pas, The Dragon Cancer, c'est le jeu qui a été fait par un couple de game designers qui raconte l'histoire de la mort de leur enfant d'une leucémie. Il est mort à 4 ans et le jeu raconte ça. Donc effectivement, c'est pas un jeu... Le jeu d'ailleurs en termes de difficulté, c'est pareil, hein, il n'y a pas de difficulté technique ou d'habileté. C'est uniquement une histoire et à peine interactive, mais là où le jeu est utilisé comme un média pour transmettre vraiment des choses fortes. Et du coup, oui, c'est dur. Oui, c'est ça. Puis là, on est en train de faire justement une différence entre la difficulté mécanique, donc la difficulté d'exécution, et la difficulté émotionnelle ou la difficulté narrative, en fait. Et il y a encore d'autres difficultés. Il y a des difficultés encore particulières dans ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a même dans la difficulté narrative, on oublie aussi qu'il y a des gens pour qui il y a des jeux qui nous paraissent faciles, mais qui ne sont pas accessibles non plus, parce que c'est des personnes qui auront des troubles mentaux qui feront que même des jeux narratifs ne seront pas accessibles sans certaines aides, sans plus de temps, par exemple, sans la possibilité d'avoir plus de sous-titres, plus d'explications, sans la possibilité de ralentir le rythme de parole. Il y a encore des difficultés dont on n'a pas conscience et qu'on oublie même en tant que game designer, qu'on oublie en tant que joueur, en tant que game designer. Il y a aussi d'autres gens qui jouent, qui ne nous ressemblent pas et qui ne fonctionnent pas pareil, ni physiquement, ni mentalement. Et c'est aussi des gens qui ont envie de jouer. Et c'est aussi des gens qui ont le droit de jouer, a priori. Mais pour qui le challenge va être différent. Et c'est pour ça que c'est excessivement relatif et important de les avoir, ces personnes en tête aussi. Il y a une question que je voulais poser tout à l'heure quand tu as mentionné Dark Souls, Marwan. C'est une vidéo qui est sortie il y a déjà un petit moment d'un journaliste, maintenant vidéaste anglais, qui s'appelle Mark Brown, pour certains, vous connaissez sans doute, qui avait parlé du mode de la possibilité, en fait il réfléchissait à l'éventualité d'un mode facile dans Dark Souls, et lui défendait l'idée que ça détruirait, si vous voulez, l'essence de Dark Souls, ça l'empêcherait d'être Dark Souls. Et j'ai jamais vraiment été d'accord avec cette position, et pourtant j'arrive pas à trouver une argumentation solide pour défendre un mode facile. Je sais pas, je pense que c'est un sujet intéressant parce que Dark Souls pour le coup n'a pas de mode de difficulté, on peut pas choisir quoi. Et c'est un exemple qui peut être, voilà, si vous avez des idées, je suis preneur. Je pense que... Alors, je triche un peu parce qu'on a discuté effectivement avec Maël, mais en fait, l'expression en fait, de l'auteur dans Dark Souls, c'est de faire finalement des jeux difficiles. C'est un point de vue, c'est leur choix, ils ont voulu faire un jeu difficile, un jeu qui se mérite, comme on dit.
c'est leur choix. Et effectivement, même si on aimerait avoir quelque chose une expérience finalement plus inclusive et plus personnalisable, il est vrai que ça pourrait aussi dénaturer finalement l'expérience voulue, parce que c'était pas l'expérience initiale voulue. Typiquement, par exemple, quand tu prends un jeu, les jeux récents comme le dernier Tomb Raider, Spider-Man ou God of War, qui ont des difficultés en fait qui sont personnalisables, ils ont pas fait ça après coup. Ils ont fait ça, ils ont voulu l'auteur en fait voulait à la base que ce soit accessible. Donc ils ont fourni ces niveaux de difficulté là. Dark Souls, ils n'ont pas voulu. C'est comme ça, c'est leur choix. Mais c'est surtout important, c'est que c'est ce que nous on a fait de ce choix. C'est-à-dire que nous, en fait, on a érigé ce choix comme quelque chose de monolithique. C'est comme ça que ça doit être et c'est pas autrement. Et le problème, c'est qu'on projette ça en fait sur absolument tous les types de jeux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une difficulté mécanique qui est érigée en tant que seule difficulté vraiment valable et légitime pour le reste des joueurs. Et c'est vrai que Dark Souls, qu'il soit difficile et du coup qui se prive potentiellement d'une énorme partie des joueurs, ça arrive, c'est malheureux, on aimerait bien effectivement faire, mais c'est pas grave. Par contre, qu'on dise que tous les jeux doivent prendre comme modèle Dark Souls pour sa difficulté, ça c'est pas normal. Et enfin, je sais pas si ça peut donner des éléments de réflexion, mais du coup, je pense que c'est peut-être là où on a merdé, si je me permets, en tant que joueur, c'est de dire que Dark Souls, c'est les jeux difficiles, ça doit être difficile comme un Dark Souls. Sinon, c'est pas vraiment difficile. Et c'est vrai qu'on a du mal à envisager, du coup, parce que nous-mêmes, on a été justement, on a joué à des jeux qui ont misé justement sur cette difficulté qui est principalement mécanique. On n'arrive même pas à concevoir une autre difficulté. Heureusement, il y a d'autres jeux qui sont arrivés. Il y a Spec Ops The Line, il y a Edith Finch, il y a Dragon Cancer qui nous ont montré que non, la difficulté, ça ne se résumait pas à des inputs faits au bon moment, au bon endroit, quoi. C'est simplement, on était tombé d'accord sur l'idée que la difficulté était relative. Et un même niveau de difficulté, comme c'est le cas dans Dark Souls, ça ne veut pas dire que tout le monde est finalement au même point, si tu veux, au départ. Et mettons que, imaginons que Dark Souls ait un mode normal, là, comme le mode actuel, et un mode facile. Pour deux personnes qui ont des niveaux, si tu veux, de réactivité, peut-être des problèmes cognitifs, des problèmes de coordination, le mode facile serait l'équivalent en termes d'intention de l'auteur de ce mode normal que nous, on a joué, si tu veux. Et c'est là où je me dis peut-être que dans l'intention de l'auteur, il peut aussi y avoir, malgré eux, et je ne pense pas que ce soit intentionnel de la part de Miyazaki dans le cas de Dark Souls, il y a une espèce d'exclusion, une espèce de discrimination à l'égard de personnes qui ont par exemple des problèmes de coordination. Voilà, juste c'était... Attends, je vais dire. C'est intentionnel de la part des créateurs de Dark Souls de dire on ne met pas de mode facile. Un mode facile dans Dark Souls, vu que la difficulté Dark Souls est essentiellement mécanique, c'est de l'ajout d'ennemis, c'est du pattern, c'est de la répétition, c'est aussi parfois exprès de ne pas mettre de signaux pour signaler un ennemi, ne pas mettre de signaux pour signaler une attaque. Ça s'est affiné au fil des Dark Souls. Mais de base, le Dark Souls 1, il est extrêmement dur pour des raisons mécaniques brutes de décoffrage. En termes de level design, en termes de game design, c'est assez brut comme jeu en vrai, comme difficulté. Ça témoigne aussi d'une nostalgie des vieux jeux et de la difficulté des vieux jeux, qui date aussi d'une époque où on n'avait pas les mêmes éléments de langage de game design. On n'avait pas la même subtilité, on n'avait pas encore acquis tous ces langages et toutes ces techniques pour faire des jeux et toutes ces capacités. Mais ce sont des choix aussi de la part des designers, là en l'occurrence pour Dark Souls, d'être élitiste, d'être exclusif. Le jeu te le dit, littéralement, l'écran le plus fréquent de Dark Souls, c'est « You died », tu es mort. Et il est répété, il est affiché de manière extrêmement violente quand on y réfléchit pour dire « tu es nul, tu es mauvais, tu n'as pas réussi, tu es mauvais ». Donc c'est totalement intentionnel de la part des développeurs de dire « ah mais t'es mauvais tant que t'as pas appris à jouer à notre jeu. Et tant que tu sais pas le faire, tu es nul ». Et ça, c'est un choix. Et c'est un vrai choix et un vrai parti pris des développeurs, en l'occurrence. Et il est affiché dans le jeu. Il n'y a pas besoin de le chercher plus loin. Et du coup, moi, je suis assez d'accord sur le fait que, vu que c'est un parti pris, vu que c'est une intention initiale qui est effectivement très élitiste, très méritocratique, effectivement, le proposer un mode facile ou un différent mode de difficulté, ça dénaturait effectivement l'expérience voulue et l'intention de l'auteur. Je prends un contre-exemple tout bête. On parlait de Dragon Cancer. Imaginons, on pourrait se dire, bah oui, mais c'est dur, c'est difficile émotionnellement. Donc ce serait bien qu'on fasse un mode facile où on ne parle pas du cancer.
On ne parle pas de la lente agonie, effectivement, de l'enfant. Et là, le problème, c'est que tu perds toute l'essence, en fait. Tu retires toute la substance du jeu. Donc, c'est juste que, moi, encore une fois, c'est juste qu'en termes de communauté de joueurs, là où on a très mal, finalement, géré le cas Dark Souls et autres jeux, c'est qu'on l'a vraiment érigé comme seul modèle vraiment viable de difficulté. Et c'est là-dessus qu'il y a encore du travail à faire, à mon sens. Moi, je trouve qu'il y a une solution à ce dont tu parlais. C'est tout simplement que la communauté récupère le jeu, genre les modeurs, et ils font un walking simulator avec. Et puis voilà. Et puis tout le monde se promène dans Dark Souls. Parce que c'est quand même beau, enfin, c'est quand même des décors et tout. Il est cool. Oui, en termes de direction artistique. Mais c'est super intéressant parce que ça me fait penser à un cas de, je crois que c'est Alien Isolation, où il y a des modeurs en fait qui ont sorti un mode qui permet de retirer l'alien. Donc, ce qui fait que le jeu, effectivement, n'a plus d'alien et ça devient un walking simulator. C'est un choix. C'est des modeurs, ils l'ont proposé, on l'installe ou non, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction qu'il y a eu justement, qui a été une réaction très épidermique, qui disait en gros, si on retire l'alien, le jeu n'a plus aucun intérêt, le jeu n'est plus déficit, donc il est poubelle. Et c'est-à-dire qu'on n'a même pas essayé de comprendre qu'il y aurait potentiellement des joueurs intéressés par ce type de jeu. Et c'est là justement où je dis encore une fois qu'il y a du travail à faire sur nos deux communautés respectives. Pour dire en gros que il y a différentes expériences de jeu qui sont possibles, différentes expériences de difficulté qui sont possibles et qui sont tout à fait viables et tout à fait intéressantes pour différents profils de joueurs. Pour réévoquer la difficulté de Dark Souls, il y a aussi l'effet inverse aussi de gens qui ont toujours envie de se mettre une difficulté supplémentaire. Et je peux penser justement à Dark Souls en particulier pour des cas de personnes qui ont par exemple décidé de le finir les yeux fermés ou en termes de gameplay alternatif en fait. Donc, ou avec un tapis de Dance Revolution aussi, voilà, j'y pensais à ça aussi. Donc il y a aussi pour revenir toujours à un truc bateau, mais il y a une variété de joueurs infinis et il y a des gens qui le retrouveront mais toujours pas encore assez difficile et qui vont vouloir s'imposer quelque chose de toujours ce côté, vouloir finir quelque chose, se mettre un challenge, mais ça peut être le cas de plein d'autres jeux. Je parlais de gameplay alternatif, je sais pas, tout le monde s'est peut-être amusé par exemple dans un jeu de voiture à se dire alors là je vais le finir en ne touchant aucun ennemi, là je vais réussir à faire ce truc en coupant ce virage là, se donner des objectifs en fait. Ouais, mais en fait voilà, moi ce qui me dérange c'est que ce genre de joueurs qui se rajoutent une difficulté supplémentaire, on a un respect de dingue pour eux. C'est oh là là, vraiment ils sont forts, c'est incroyable. Et après, c'est « Oh, tu joues à Candy Crush, t'es pas un joueur ». Et ça, je trouve que c'est un problème dans la communauté quand même des joueurs en général. Il y a ceux qu'on érige là-haut comme étant des vrais joueurs. Et moi je l'ai beaucoup vécu, parce que moi je suis vraiment une casu. Et à quel point on est méprisant envers les gens qui, comme moi, jouent à tous les jeux en facile. Et j'ai aucune honte à le dire. Moi, j'ai horreur qu'un jeu me fasse travailler. Si je dois travailler pour réussir dans un jeu, je travaille suffisamment au quotidien. Je n'ai pas envie de travailler, laissez-moi tranquille, je suis stressée, moi je veux que ce soit cool, je veux que ce soit un moment de détente. Et il y a beaucoup de mépris en fait. Moi je sais que quand les gens me voient régler mes jeux en facile, c'est tu mets ton jeu facile, non mais vraiment. Et ça me gêne, ça me gêne beaucoup. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a plus un problème de perception des jeux qu'autre chose, parce qu'en fait quand on fait un jeu, pourquoi est-ce qu'il y aurait une injonction à ce que l'œuvre produite soit accessible à tout le monde en fait. Non, quand on écrit, je sais pas moi, un roman noir, on sait que tous les gens qui aiment pas les romans noirs vont pas le lire et c'est pas grave. Donc quand on fait un jeu qui est avec un type de difficulté ou avec des types que ce soit émotionnel, intellectuel ou mécanique, pourquoi est-ce qu'on voudrait que tout le monde y accède? Et du coup, la seule raison pour laquelle on se pose cette question-là, c'est parce que ce que tu dis sont mis en avant les gens qui y arrivent et sont ostracisés ceux qui préfèrent autre chose que ce que la communauté met en avant. Donc la question c'est peut-être ça, c'est pourquoi est-ce qu'on traduit la difficulté en une injonction au jeu à être accessible à tout le monde ou au contraire en une injonction aux joueurs de toujours être à choisir la difficulté maximum. Alors je remets pas du tout en question ce que tu dis. Pardon, excuse-moi, tu voulais parler ? Oui. Vas-y. Je voulais, en fait, ce qui fait qu'on a mis en avant cette difficulté en termes de communauté, de perception, etc., c'est aussi parce que ça a été la première difficulté qu'on a réussi à mettre au point dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que c'est le premier, l'ère des jeux d'arcade, par exemple, des bornes d'arcade. Le but, c'était de faire un jeu trop dur parce qu'il ne fallait pas que les gens puissent le finir en un crédit.
Et du coup, être fort aux jeux vidéo déjà à cette époque, c'était être fort techniquement en fait, c'était être fort mécaniquement. C'était réussir à vaincre le jeu ou à vaincre son adversaire, parce que des fois c'était contre un autre joueur. Du coup, on a eu une évolution du jeu vidéo qui en fait n'a pas tant évolué que ça, en termes de langage et en termes de ce qu'on propose, d'offres, etc. Ce qui fait qu'on a, même en tant que développeur, survalué, survisibilisé la difficulté technique. C'est aussi une faute de l'industrie, en fait. C'est pas qu'une faute des joueurs. C'est-à-dire qu'on a choyé les joueurs, on les reward tout le temps pour des difficultés mécaniques beaucoup plus que pour d'autres types de difficultés. Vous faites une action, vous triomphez d'un puzzle, vous triomphez d'un combat, vous avez une reward. Et ça, c'est ce qu'on appelle une game loop, une boucle de gameplay. Et c'est conçu comme ça, un jeu vidéo. Et c'est ce qu'on apprend en école de jeux vidéo aussi, en école de game design. C'est on apprend à faire des systèmes qui rewardent le joueur. On apprend à récompenser la difficulté, mais que la difficulté mécanique, avant tout. Avant même de se poser la question de s'il y en a d'autres. Ce qui fait que ce problème, il est aussi du côté des designers, en fait. Il est aussi du côté de la création de jeux vidéo, pour moi. Mais je pense que ce que tu racontes, ça illustre à quel point le jeu vidéo, il est jeune, en fait, tout simplement, parce qu'il a vraiment cette histoire qui est effectivement beaucoup calquée sur le challenge. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ça fait que ces quelques dernières années qu'il y a des gens qui ont vraiment bien intégré les codes du jeu vidéo et qui peuvent les détourner parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient faire d'autres choses avec leurs règles et ils pouvaient faire d'autres choses que du challenge. Donc je pense que c'est aussi, c'est vraiment ça, c'est au rôle des designers de toute façon de casser ces conventions-là et d'aller apporter des expériences différentes et qui ne se construisent pas éternellement sur ces boucles-là, même si je pense qu'elles existeront toujours, et c'est très bien, mais il faut une diversification, moi je suis toujours pour ça, qui est toujours aller dans d'autres choses, et quand on prend des jeux comme What Remains of Edith Finch, on se rend compte à quel point des mécaniques, des règles, et le contexte dans lequel on les intègre dans le jeu, elles peuvent avoir un sens incroyable, et comment le jeu vidéo il peut dialoguer et être porteur de messages via ces mécaniques sans forcément être constamment dans une boucle standardisée qui se renouvelle avec l'ajout de variables au fur et à mesure du jeu, quoi, pour que tout le temps je sois testé sur ce que je sais faire et puis on m'apprend un nouveau truc et je suis encore testé. Donc ça peut vraiment changer, mais c'est effectivement au rôle des designers d'abord de l'apporter et nous aussi, je pense, joueurs, joueuses, de l'apprécier, de montrer qu'on arrive à le comprendre et de le faire savoir, de le faire remonter, quoi. Juste pour revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur les gens qui font ce qu'on appelle les super players, finalement, les gens qui vont faire des speedruns, des gens qui vont jouer en se mettant un handicap, voilà, ou des choses comme ça. Je suis complètement d'accord avec toi que c'est pas normal de shamer les gens en fait, qui jouent en mode facile ou autre. Néanmoins, ces gens-là ne sont pas la norme non plus. Pour moi, on passe de l'autre côté, c'est-à-dire que ça devient du divertissement pour des gens qui vont regarder, des spectateurs. Ça va plus être une difficulté à atteindre soi-même en tant que joueur. C'est quelqu'un qui se met un challenge et on va le regarder et il est vrai, on va l'admirer, mais parce que c'est cool à regarder, ça devient un divertissement. Regarder un mec finir Dragon Age, c'est un mauvais exemple, mais un Mario en 10 minutes, on voit des choses fun à regarder, ça devient de l'entertainment. Mais je suis d'accord avec ça, c'est juste que c'est une parenthèse pour juste mettre ça de côté dans le sens où c'est pas une cible à atteindre en termes d'expérience personnelle de joueur, sauf si tu as envie de faire du speedrun, bien sûr. Mais ça va être comme les sportifs de haut niveau qu'on va admirer parce qu'ils font des choses incroyables, etc. Néanmoins, il ne faut pas les comparer à des casus ou des gens qui, et je le dis, c'est pas un mot péjoratif pour moi, au contraire. Mais voilà, des gens qui ont envie de jouer de manière, je l'utilise de manière un peu péjorative, pour me moquer du mot. Mais bref, voilà, il y a ce truc-là à garder en tête, quoi. C'est vraiment quelque chose de différent pour moi par rapport à un simple niveau de difficulté qui serait trop difficile pour les gens, comme on le disait pour Dark Souls ou autre. Je veux juste répondre à un tout petit truc, c'est que tu parlais du fait que les gens qui jouent en facile ne sont pas la norme. Mais la norme par rapport à quoi et par rapport à qui? Parce que, voilà, les super players, oui, là, ne sont pas la norme. Mais effectivement, les gens qui, au contraire, jouent en facile, il y en a beaucoup. Et surtout, il y en a beaucoup qui voudraient aussi. Il y en a beaucoup qui pourraient jouer en facile et qui seraient peut-être plus intéressés par le jeu vidéo s'ils avaient plus de modes faciles ou plus de modes qui correspondent à leur façon de jouer et de comprendre le jeu vidéo. C'est ça aussi, c'est que qui comprend le jeu vidéo à part les gamers, en fait? Juste pour répondre rapidement, je parlais vraiment des super players qui ne sont pas la norme. Les joueurs, c'est pour ça que je trouve que c'est bien que ça aille dans l'autre sens, où on propose plus en plus de mode story dans un Uncharted ou dans un God of War. Justement, c'est ça que je trouve bien, c'est qu'on commence, je pense, peut-être que ça ne va pas encore assez vite, mais on commence à le prendre
en considération et à leur proposer quelque chose qui leur convient à eux aussi. Moi, je voulais juste réagir sur ce que tu disais par rapport aux injonctions à la diversité, aux injonctions à l'inclusivité de manière générale. C'est-à-dire que de se dire, bah oui, maintenant tous les jeux, ils doivent proposer tel mode de difficulté et ça doit être la norme, etc. Moi, je suis assez d'accord pour dire que plus on a de diversité, mieux c'est. Mais après, c'est pas des injonctions, c'est juste simplement se poser la question et ne pas perdre. Parce que les jeux vidéo auxquels on joue aujourd'hui, auxquels on a joué hier, et les jeux vidéo qui ont été créés aujourd'hui et créés hier, ce sont des jeux vidéo qui sont issus aussi d'une culture qui a été forgée avec les années. Miss Miou l'a rappelé, qui a été vraiment commencé justement sur des jeux avec une difficulté qui était très mécanique. Et c'est intéressant aussi de s'interroger, de se dire, mais est-ce qu'on veut vraiment continuer à perpétuer justement cette culture de la difficulté mécanique? Et en tant que designer, en tant que joueur, de se dire, est-ce que c'est uniquement le seul moyen de faire des jeux? Est-ce qu'on ne peut pas proposer quelque chose d'autre? Et je pense que c'est intéressant, je suppose, parce que je ne le suis pas moi-même, mais je pense que c'est intéressant en tant que game designer de simplement se dire, est-ce que mon jeu, si j'en ai la possibilité et si ça ne dénature pas l'intention première, est-ce que je ne pourrais pas le rendre un peu plus inclusif? Est-ce que je ne pourrais pas rendre ma difficulté un peu plus personnalisable, etc. Sans justement avoir cette pression, on va dire, sociale, culturelle du non, mon jeu, il doit être difficile, je dois avoir une difficulté, la difficulté des gros bonhommes et la difficulté des petites mauviettes, quoi, pour rester vraiment dans cette culture un peu élitiste et toxique du jeu vidéo. Moi, je trouve qu'il y a certains jeux justement qui ont trouvé en fait une solution assez élégante entre intention et différents types de difficultés selon les gens, enfin inclusivité du coup. C'est la difficulté évolutive. Les exemples connus, il y a Resident Evil 4 ou Left 4 Dead 2 par exemple. Si une personne galère, il va y avoir moins de monstres, enfin de moins en moins d'ennemis pour s'adapter justement au niveau du joueur. Ou sinon, tu as certains jeux Platinum, donc je sais pas, Bayonetta ou Vanquish par exemple, c'est des jeux qui sont relativement faciles. En fait, tu as déjà des modes de difficulté de base, mais certains joueurs qui sont un peu plus hardcore vont trouver l'intérêt dans le scoring par exemple et vont découvrir certaines mécaniques en fait que tu peux vraiment combiner, genre les combos avec Bayonetta, tu peux vraiment pousser en fait le jeu énormément, mais t'as pas besoin de maîtriser ça pour finir le jeu. C'est vraiment si t'es motivé, tu peux avoir ça, quoi. Alors, les difficultés adaptatives, ceci dit, c'est intéressant, même s'il y a eu quelques écueils avec Oblivion, par exemple. Non, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Et en fait, du coup, ma question de tout à l'heure, c'est plus, est-ce qu'il ne faut pas éviter de vouloir que tous les jeux soient accessibles à tout le monde? Par contre, évidemment qu'il y ait des jeux pour tout le monde, et donc des jeux différents en fait, qui n'est pas un Dark Souls avec un mode facile, mais qu'on produise d'autres jeux qui n'ont pas les mêmes types de difficultés et tout ça, quoi. Que la diversité, elle soit dans des nouvelles créations qui ont cette intention-là directement, plutôt que de vouloir que chaque jeu soit pour tout le monde, quoi. Et surtout en ayant des jeux variés de la part de l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui, ça reconnaît donc des jeux, des care games, des jeux plus difficiles mécaniquement. Ça veut dire que l'industrie reconnaît comme joueurs des gens qui jouent en facile, qui jouent à des walking simulators. Oui, ce sont des joueurs et des joueuses. L'industrie les reconnaît et va créer du contenu pour ces personnes-là. Donc elle va les inclure dans son système. Et là, on aura beau avoir une communauté en mode... ils seront obligés de reconnaître que ce sont des joueurs et des joueuses. Il y a des jeux pour ces personnes-là. Et ce sont des jeux qui viennent de la même industrie qui font les jeux pour toi. Donc ce sont des jeux. Il n'y a rien à te dire là-dessus. Je voudrais faire aussi une toute petite différence entre les questions d'accessibilité et les questions de difficulté, qui ne sont pas toujours liées, en fait. Il y a des options d'accessibilité qui sont là. Enfin, oui, voilà, c'est assez large. Et surtout, c'est rarement une injonction, c'est plus une demande, en fait. Parce qu'on a de plus en plus de possibilités de la part de personnes qui ont été coupées jusque-là un petit peu de la pratique des jeux vidéo en raison de handicap physique, en raison de problèmes mentaux, ou tout simplement parce que c'était des personnes qui étaient un peu rejetées par les jeux et les communautés de joueurs. Et on a ces personnes qui maintenant ont accès à la parole, ont accès à la possibilité d'avoir cette demande, de dire oui, mais moi aussi j'ai envie de jouer même si j'ai qu'une main, quoi. Moi aussi, j'ai envie de pouvoir jouer, même si je n'ai pas des réflexes au même niveau que la majorité, en fait. Moi aussi, j'ai le droit de m'amuser sur des jeux vidéo
Et c'est cette demande qui a créé aussi les débats qu'on a actuellement beaucoup sur l'inclusivité et sur l'accessibilité des jeux vidéo. Parce que justement, si on avait valorisé jusque-là qu'un seul modèle de difficulté mécanique, c'est aussi parce qu'on pensait que c'était la seule demande. On le pense toujours, hein. Malheureusement. Le marketing est toujours à fond sur un seul type de jeu. Enfin, le marketing, quand je dis globalement, l'immense majorité des fonds qui sont dépensés pour vendre des jeux le sont sur un seul type de jeu avec un seul type de public. Et ce que tu disais tout à l'heure sur d'autres jeux, ça vient quand même quasiment que de la sphère indé. Ou des expériences artistiques et tout ça. Et c'est aussi ça, c'est qu'il y a un moment donné, les jeux dont on parle ne sont pas forcément des jeux qui se vendent, en tout cas pas de la façon dont c'est fait aujourd'hui. Juste pour avoir peut-être un constat justement un peu moins négatif, moi je trouve que c'est super intéressant de voir justement que dans des jeux AAA, encore une fois, on prend les exemples, hein, God of War, le dernier God of War, le dernier Tomb Raider, le dernier Spider-Man, qui propose justement des options de difficulté personnalisables. Mais ce qui est intéressant, c'est d'une, que ce soit fait, qu'ils sortent ce type de jeu et qu'ils apportent ce type de difficulté, enfin de choix dans la difficulté. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre justement, c'est que l'industrie sera très rarement en fer de lance des changements, on va dire, de modèles et de profils et de modes de jeu. En général, ils vont suivre ce qui est fait très généralement par la sphère indépendante. Et en fait, si l'industrie n'est pas en fer de lance, la grosse industrie, en tout cas celle des AAA, etc., n'est pas en fer de lance, par contre, c'est un très bon indicateur sur le fait que ces questions et ces sujets sont enfin intégrés dans la réflexion des gros éditeurs. Et ça veut dire qu'on est vraiment sur la bonne voie. Donc, c'est pour ça que quand tu disais l'industrie, effectivement, est encore sur un modèle, on va dire, unique de mode de difficulté, moi, je trouve qu'on commence enfin à avoir quelque chose de plus diversifié. Et ça peut être qu'une bonne chose. Il y a un truc moi, c'est une réaction parce que je ne m'en rendais pas compte moi-même, mais par exemple sur Spider-Man, il y a des QTE, c'est-à-dire qu'à certains moments, en fait, on va vous demander d'appuyer sur une touche bien précise à un moment de l'action. Et il y a certains QTE, en fait, qui vous obligent à appuyer très rapidement, en fait, sur alors, il y a des joueurs de base, ils n'aiment pas ça. Mais en fait, Spider-Man propose la possibilité de simplement, non pas d'appuyer comme un bourrin sur la touche, mais simplement de rester appuyé. Et en fait, quand j'ai vu cette option, moi, je n'ai pas forcément tiqué, mais en fait, quand j'ai vu les réactions des gens qui sont ultra positifs, qui se sont dit, mais c'est super, parce que moi, déjà physiquement, j'avais du mal à appuyer simplement. Et le fait que vous ayez pensé à moi, le fait que vous ayez pensé à m'inclure dans vos profils de joueurs, je trouvais ça super touchant. Et il y avait plein de réactions comme ça. Et je trouve qu'on est sur la bonne voie. Et encourager justement les éditeurs à emprunter et à embrasser complètement la voie de la diversité, tant, encore une fois, que ça ne dénature pas l'intention initiale de l'auteur, ça peut être qu'une bonne chose. Et on peut dire qu'on commence à être sur la bonne voie là-dessus. Alors, je vais mettre un tout petit bémol à cette vision très positive que je trouve vachement bien, mais en fait, là, il y a aussi beaucoup plus d'accessibilité dans les AAA parce que les États-Unis ont mis en place des nouvelles lois sur l'accessibilité des jeux vidéo. Il y a des nouvelles lois, des nouvelles obligations légales en termes d'accessibilité, en termes de sous-titrage, de réglage de son, de certains réglages visuels, etc. Il a fallu passer par une étape légale, par du lobbying et par une étape légale pour forcer les éditeurs à tous le faire, les gros éditeurs. Alors du coup, ça colle juste rapidement, hein, mais ça colle avec une question que je voulais vous poser, notamment à ceux qui sont du milieu, les game designers ou autres, qui sont peut-être un petit peu au courant de comment ça marche. Je vais me faire le porte-parole d'Adrien, qui n'est pas sur cette table ronde, mais comment ça marche en termes de gestion de projet? Est-ce que c'est quelque chose qui financièrement est une volonté de la part des éditeurs de vous le faire, parce que ça a un coût de développer ce genre de choses. Et est-ce que ce truc-là, justement, c'est pas un frein? Et comme tu le dis, le fait de passer par une loi a permis peut-être de passer outre ça, mais est-ce que derrière, il n'y a pas tout simplement une non-volonté purement pour raison pécuniaire de la part des éditeurs de le faire ou de ne pas le faire? Et puis de la même manière, est-ce que ça correspond à un marché viable financièrement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui vont demander ce genre d'options pour acheter le jeu, et est-ce que ça va avoir un impact sur les ventes du jeu? Ce genre de questions, je pense que c'est intéressant de les évoquer. Alors, juste un truc, c'est qu'un jeu est commercialement viable en fonction de son échelle, en fait. Si tu fais un jeu avec 200 personnes ou 2000 personnes et que tu mets des millions en marketing, ouais, tu as intérêt à en vendre des millions. Mais nous, on va essayer de faire un jeu, si on en vend 10 000, on sera sans doute à l'équilibre et on sera content.
Et si on n'en vend pas, c'est pas très grave non plus, on aura fait un jeu qui n'a pas de violence, qui est purement narratif et qui est coopératif, et très bien, et on sera content. Donc c'est pas une fatalité, mais effectivement, c'est jamais ce qu'on verra en tête de gondole, ou en tout cas ça va mettre du temps, parce que je suis assez d'accord avec toi, il y a quand même des indices qui montrent que ça change, mais parce que quand il y a des sous à se faire, les gens qui savent le faire finissent par y aller. Mais ouais, ça viendra de projets qui sont moins visibles, et en fait on n'est pas obligé de faire des jeux pour la terre entière, on peut faire des jeux pour les gens qu'on connaît. Et puis sur la gestion de projets, de gros projets comme ça, c'est aussi une question de où est-ce qu'on met l'argent. Si on le met dans le graphisme, et on en parlera demain matin, mais si on choisit de le mettre dans faire des jolis arbres plutôt que de mettre des options de sous-titres, c'est aussi un choix qui est aussi à tendance de portée politique de la part des éditeurs et des designers, qui est parfois un choix juste innocent dans le sens où c'est un oubli. Ça peut être un oubli, ça peut être aussi un grand affrontement dans une réunion à la racine du projet entre des game designers, des producteurs, des investisseurs, etc. Ça arrive aussi qu'il y ait des grosses disputes en termes de design pour dire mais si, c'est important qu'on fasse ça, et d'autres oui, mais ça nous coûte trop cher par rapport à ce que ça pourrait nous rapporter, et comme on n'est pas sûr de ce que ça va nous rapporter, tant pis, c'est pas à nous de le faire. Et effectivement, ça va dépendre entièrement de l'échelle et du point de vue des personnes qui vont faire le jeu, en fait. Ça colle aussi sur des trucs plus politiques. Finalement, on sort un peu du sujet, mais ça marche aussi. On parlait d'inclusivité tout à l'heure. Ça marche aussi avec le fait d'accepter ou non de représenter des personnes LGBT, par exemple, ou des choses comme ça. Qui BioWare le fait, mais ça reste quand même super frileux encore aujourd'hui sur ce genre de questions. Et ça, pareil, ça peut mettre un frein, quoi. C'est pas vraiment de la difficulté, donc ça sort un peu du cadre du sujet, mais ça rentre aussi dans le côté où est-ce qu'on met l'argent, comme tu le dis, où est-ce qu'on prend des risques. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend le risque de proposer ces options-là au risque de perdre un peu sur la qualité des arbres ou des trucs comme ça, comme tu le disais? Alors, après, ouais, vas-y. Juste la taille des sous-titres ou des choses comme ça, je pense qu'en termes de design, à mon avis, c'est pas énorme quand même changer la taille d'un font. Non, là, t'as me faire peur, mais ouais. Étonnamment, oui, ça peut être compliqué selon comment est l'architecture du jeu, parce que quelle taille a l'écran sur lequel tu vas jouer? Bah, tu sais pas. Est-ce que la personne va jouer? Est-ce que c'est un jeu mobile mais qui se joue aussi sur tablette? Est-ce que c'est un jeu console qui se joue sur des petites télés, des grandes télés? Est-ce que les gens vont y jouer sur PC ou pas? Mine de rien, tout choix a un coût et il n'est pas toujours aussi léger que ce qu'on croit. Bon, on va finir là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Je te prends ça. Merci. Oui. Bonjour. Du coup, moi, c'était plus pour parler déjà de difficulté morale. Je trouve que le plus grand jeu en difficulté morale, c'est Tyranny. Parce que on a été habitué pendant une trentaine d'années maintenant à sauver le monde. Et là, on nous demande de le détruire, de faire le mal. Et ça, c'est en tout cas pour moi, un choix qui m'a beaucoup coupé dans le jeu au début, parce que j'ai tendance à être très gentil, et être la pire des connasses, pour moi, c'est difficile. Et pour rebondir, enfin pour changer de sujet et tomber sur la difficulté mécanique, je trouve que le jeu qui a le mieux réussi dans ce domaine, c'est Fury. Parce que le fait de... Il est très difficile, hein. Moi, je suis une joueuse, je vais pas mentir, plutôt haut level, mais je trouve que le fait de vous redonner une vie à chaque fois que vous réussissez une phase d'un ennemi, ça peut pousser les gens à persévérer. Contrairement à Dark Souls, où quand vous perdez 200 000 âmes, vous avez juste envie de balancer votre manette. Et c'est tout. Mais en fait, moi, je trouve intéressant. En fait, c'est intéressant, les différentes frustrations qu'il peut y avoir liées à la difficulté. Dark Souls, c'est un jeu que j'adore. Darkest Dungeon, c'est aussi un jeu que j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu impitoyable et c'est complètement son propos, en fait. C'est de faire balancer des claviers par la fenêtre. Et c'est des sentiments assez intéressants, en fait, qu'on peut pas explorer, par exemple, au cinéma ou enfin, dans la littérature, je pense pas non plus. Où tout à l'heure, il y avait Banner Saga qui était évoqué avec un choix au bout de 15 heures qui se pointe, enfin une conséquence d'un choix au bout de 15 heures qui se pointe. Je trouve ça intéressant, en fait, comme frustration. Et c'est vrai que
même si on les aime pas, je pense qu'il faut. C'est aussi ça qu'on parlait de nouvelles expériences qui arrivent sur le jeu et qu'on voit comme un divertissement. Et divertissement, ça peut tout simplement être explorer des sentiments qu'on n'a pas l'habitude d'explorer, qu'ils soient agréables ou non. Ouais, moi, je voulais juste dire pour te rejoindre sur la difficulté émotionnelle. On peut parler d'Undertale par exemple, où c'est un jeu en fait où si on écoute par exemple la communauté va te dire en gros Undertale, pour vraiment l'apprécier, il faut le faire 3 fois. Il faut le faire une fois de manière, on va dire, normale, tu découvres le jeu. Ensuite, il faut le faire de manière pacifiste. Et ensuite, il faut faire un run génocide où il faut tuer tout le monde. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a beaucoup de joueurs qui ont fait les 2 premiers, mais qui se sont refusés de faire le 3e, à savoir le run où finalement on tue tout le monde, parce que c'était juste trop dur. Pas dur mécaniquement, mais dur émotionnellement. Et c'est vrai que rien que ça, de se priver volontairement et de ne pas vouloir rentrer dans justement ce run-là et s'infliger ça finalement, c'est intéressant comme réaction, et c'est intéressant de voir la réaction de la communauté, de dire ah oui mais non, mais si tu fais pas ça, tu vas pas vraiment connaître le jeu vraiment tel qu'il a été voulu par l'auteur. C'est juste pour donner un peu de... Ouais, donc pareil, pour revenir sur la difficulté émotionnelle, moi je suis pareil, je suis une grande gentille. Si je donne accidentellement un coup de hache dans un lapin dans un jeu vidéo, je m'en veux pendant des heures. Et c'est marrant parce que je suis très fan des jeux BioWare, enfin ceux d'avant. Et la trilogie Mass Effect, je l'ai faite 3 fois, avec 2 personnages en jouant parangon, donc gentil, et un personnage renégat en jouant méchant. Et j'ai aucun problème avec la difficulté mécanique de Mass Effect, de toute façon je joue en facile, et j'ai jamais réussi à finir ma partie renégat. C'est le même jeu, je l'ai fait 3 fois de suite, et je suis incapable de finir ce jeu en jouant comme une salope. Je peux pas. C'est la fin justifie les moyens, et moi je suis pas comme ça, quoi. C'est... Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans cette idée que moi non plus, j'arrive pas à taper les ennemis qui ne m'ont pas attaqué. Pourquoi je veux dire, pourquoi je ferais ça et en fait, du coup, on se rajoute de la difficulté mécanique. Enfin, on se rajoute une difficulté puisqu'il va falloir esquiver ou essayer de faire autrement que ce qui a été prévu pour le jeu général, on va dire, la voie générale. Et nous, on va se rajouter une difficulté avec peut-être qu'on va passer par un coin où il y a plus d'ennemis, plus difficile. Et en fait, c'est plus dur, du coup, d'avoir une difficulté morale que mécanique. Parce que ce qu'on disait, et je suis d'accord avec toi quand tu dis que... Ouais, c'est plus dur, quoi. Moi, ça me dérange pas de recommencer et de maîtriser au bout d'un moment un jeu. Mais si c'est moral, c'est... Je suis, quoi. Et autre chose, une autre difficulté dont on n'a pas parlé, quand on parle de difficulté mécanique, de devoir recommencer jusqu'à maîtriser le jeu ou une partie du jeu, il y a une autre difficulté dont on n'a pas pensé en termes d'inclusivité, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, en fait. Quand tu travailles de 8h du matin à 23h, j'exagère peut-être un peu, tu n'as peut-être pas le temps de refaire et refaire et refaire un jeu jusqu'à le maîtriser. Attends, j'arrive parce que... Ouais, non, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Camille, parce que ça me fait penser à un jeu que j'adore, c'est Baldur's Gate. Et en fait, je pense que j'y rejouerai jamais. Parce que j'ai plus le temps à l'heure actuelle. Et Baldur's Gate, c'est pas une difficulté au sens où il faut avoir des réflexes de taré, mais par contre, il faut vachement potasser, il faut connaître les règles, il faut savoir, faut que j'utilise tel sort pour face à tel ennemi. Et ça demande juste du temps de lire les règles, de bien. On peut mettre le jeu en pause, hein, c'est pas grave, il n'y a pas besoin d'être rapide. Mais j'ai juste plus le temps, moi. Et pareil, je peux pas jouer à des jeux compétitifs, je peux pas faire du compétitif sur Overwatch parce que ça nécessite que je passe tellement de temps. Et moi je peux pas. J'ai pas le temps, et donc je suis tout à fait d'accord. C'est pas qu'une question de on n'a pas les moyens cognitifs ou physiques ou n'importe quoi. C'est juste parfois, moi les jeux, encore une fois, qui me demandent du travail, c'est non. C'est pour avant tout des raisons de temps. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui pour ces 3 tables rondes. On en verra encore beaucoup demain. Et du coup, là, on va faire un rock band. Donc, tout le monde est le bienvenu à jouer sur scène. Et je vous remercie encore une fois tous et je vous applaudis.